Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Biemton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Alors, mesdames et messieurs, l'exercice auquel nous allons nous soumettre tout à l'heure, c'est d'envisager les scénarios de l'après-BIA. Parce que qu'on le veuille ou non, l'on s'achemine tout doucement vers l'après-Biya. Parce que comme vous savez, M. Paul Biya, le dictateur camerounais, a 92 ans, il a déjà passé 43 ans au pouvoir, et à cet âge-là, on est plus proche de la retraite qu'autre chose. Donc, à tout moment, désormais, il va falloir qu'on envisage le retrait de Paul Biya de la scène politique ou de la scène publique. Vous avez vu Paul Biya lors de son apparition publique au boulevard du 20 mai, donc le jour de la fête nationale de cette même date. Il était complètement largué, le regard hagard. Il marchait à peine, il tenait à peine sur ses jambes et il était complètement perdu. Bref, on a eu comme le sentiment que M. Paul Biya a été pris en otage par le système, par le clan qu'il a fabriqué de ses propres mains. Alors, parvenu à cet âge, à l'âge qu'il a, 92 ans, il est difficile pour lui de se défaire de ce système-là. Alors, mesdames et messieurs, avant que d'en arriver au scénario de la succession, permettez-moi de dire un mot sur l'actualité, notamment la mobilisation populaire autour du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maurice Kamto et tout. On a vu la police ou les services de sécurité camerounais faire preuve d'un zèle outrancier vis-à-vis de Maurice Kamto, qui n'a pas pu rencontrer ses militants, qui n'a pas pu échanger avec ses sympathisants dimanche dernier du côté de Douala, ce qui est tout à fait regrettable, ça il faut le dire, parce que si nous sommes dans un état de droit, si nous sommes en démocratie, je pense que le pouvoir de Yaoundé, le pouvoir Essingan, il faut le préciser, est allé très très loin en empêchant Maurice Kamto de parlementer avec ses sympathisants qui se sont réunis en masse au niveau du siège du mouvement pour la renaissance du Cameroun au quartier d'Aïdo à Douala. Vous avez tous vu les images de cette foule immense, cette foule compacte qui scandait le nom de Maurice Kamto et qui effectivement attendait le discours, le discours du professeur Maurice Kamto, qui malheureusement est resté séquestré dans, on va dire, dans un hôtel du côté de Bonapriso, et le lendemain, c'est-à-dire que le lundi, il a été raccompagné sous bonne escorte des forces de sécurité camerounaises vers Yaoundé. Ce sont des images assez tristes qui n'honorent pas le Cameroun, qui n'honorent pas ce pays qui se veut un pays de démocratie, un pays qui garantit la liberté d'association, la liberté d'expression. C'est vrai que moi j'ai une et deux choses à reprocher à Maurice Kamto. Vous m'avez suivi plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, porter des critiques assez sévères sur le MRC, sur Maurice Kamto, notamment sur la posture de ce parti par rapport au mandat impératif qui est nul, le fait qu'il revendique des élus qui ne sont pas les leurs, etc. Vous êtes sans ignorer ce que je pense de Maurice Kamto, mais jamais je n'accepterai que Maurice Kamto soit restreint dans sa liberté d'expression, dans sa liberté d'opinion, dans sa liberté d'association. Puisque c'est de ça qu'il s'agit. On a vu Laurent Gbagbo la semaine dernière tenir un discours au cours d'un meeting avec ses partisans. Ouattara ne l'a jamais empêché de le faire. Mais pourquoi au Cameroun, quand il s'agit de Maurice Kamto, on fait, c'est-à-dire qu'on déploie la police, la gendarmerie, c'est-à-dire qu'armé de gourdins, des matraques et tout. C'est-à-dire qu'on pousse le bouchon un peu plus loin en le séquestrant dans son hôtel. Mais est-ce que
est-ce qu'on a besoin? C'est-à-dire que c'est vous là, vous qui êtes au pouvoir au Cameroun là, vous qui dirigez le Cameroun depuis Yaoundé, c'est vous qui dites que le MRC, c'est un petit parti politique de rien du tout. Pourquoi un tel déploiement sécuritaire pour un leader de petit parti politique alors? Est-ce que le Cameroun a besoin? Est-ce que nous, les Camerounais, nous avons besoin de ça? Nous n'avons pas besoin de ça. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Si dans vos discours politiques, vous passez le temps à dire aux Camerounais que le Cameroun c'est un pays de démocratie, où on respecte les droits de l'homme, où on respecte l'état de droit, etc. Et laissez les opposants s'exprimer. Laissez-les s'exprimer. Même s'ils disent des bêtises, il y a un adage qui dit que le propre de la démocratie, c'est de laisser s'exprimer même ceux qui peuvent la mettre en danger. Alors, si les propos sont de nature, les propos de Kamto sont de nature à mettre la démocratie en danger, eh bien laissez-le quand même s'exprimer. C'est aussi ça la démocratie. C'est aussi ça la démocratie. On est allé jusqu'à interpeller certains sympathisants de Maurice Kamto qui étaient présents dans la foule à Douala, les André Blaise et Sama et autres. Est-ce que c'est normal ça? C'est normal? C'est normal? Et moi, ce qui me choque, c'est que ces policiers, ces gendarmes qui font même un tel sale boulot, à la fin du mois, vous avez même quoi comme salaire? Vos maigres salaires, là, vos salaires de misère, là. C'est vous qui vous plaignez chaque jour. C'est vous qui avez des arriérés de loyer. C'est vous qui avez de la peine à vous nourrir, à nourrir vos femmes et vos enfants. Mais chaque fois qu'on vous envoie pour aller... Je demande, pourquoi quand les Camerounais sont victimes d'agression, c'est-à-dire que quand les Camerounais subissent des coups de vol chez eux là et qu'ils appellent le numéro vert de la police, pourquoi vous ne réagissez pas de la même façon? Je m'adresse à tous ces policiers, à ces gendarmes qui étaient présents là, d'Eido là. Pourquoi vous ne réagissez pas de la même façon? Vous demandez que oui, c'est à quel niveau, oui, est-ce que vous avez prévu le carburant, etc., etc. Mais quand c'est pour aller réprimer les opposants, vous êtes très fort, vous êtes prompt à réagir. Vous trouvez que c'est normal ça? Moi, j'ai des griefs vis-à-vis de Maurice Kamto et ses partisans. Mais ce qui s'est passé à Douala dimanche là, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Si le discours de Kamto à Paris vous a choqué, si le discours de Kamto à Paris était de la gnognotte, comme j'ai entendu Grégoire Ouna dire ou alors écrit sur son mur Facebook, alors pourquoi un tel zèle outrancier de la part des forces de sécurité du Cameroun? Pourquoi un tel zèle? Pourquoi un tel déploiement des forces de l'ordre juste pour museler un opposant, ainsi que ses partisans, ses militants? Pourquoi tout ça? Alors venons-en au scénario de la succession. Nous allons aborder cette question, cette problématique, parce qu'elle est très cruciale en ce moment où approche à grands pas l'élection présidentielle. Je vais commencer par dire un petit mot sur les élections présidentielles. Et c'est ce que j'ai déjà dit ici, sur cette même chaîne. En octobre 2025, là, qui approche, il n'y aura aucun miracle. Il n'y aura aucun miracle. Parce que ce que vous avez vu à Deido, là, à Douala, dimanche dernier, présage déjà de ce qui va se passer en octobre. Le braquage électoral. C'est-à-dire que tel qu'ils ont commencé avec Kamto, là, c'est de la même manière qu'ils vont se comporter en octobre. Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir, vous le savez. Donc il n'y aura aucun miracle. Quand le corps électoral va être convoqué, je crois le mois prochain, ou sur prochain, ce qui est sûr, c'est que la candidature de Maurice Kamto, si elle ne remplit pas les conditions prévues par l'article 121, alinéa 2, elle sera rejetée. Je ne cesse de dire ça à mes amis qui sont militants du MS, qui sont les sympathisants de Kamto, que si vous continuez à vous accrocher à vos histoires des oui, mandat impératif est nul, oui, nous avons des élus, oui. J'ai même lu quelque part là qu'il y a certains militants de l'UNDP et de je ne sais quel parti dans le Grand Nord là, qui viennent d'intégrer le MSC, donc des élus non, de ces partis-là, de l'UNDP, puis je crois de l'ANDP, qui ont intégré le MSC. Si vous continuez à croire, si vous persistez à croire que le MRC, la candidature de Maurice Kamto sera validée si elle est portée par le MRC, c'est-à-dire sans les 300 signatures là,
vous vous foutez le doigt dans l'œil. Vous vous foutez du doigt dans l'œil. Et ce que j'ai appris comme information, parce que même pour louer le parti Yango là, ce que j'ai appris comme information, c'est qu'il y a des militants, c'est-à-dire que des élus du RDPC, qui sont en train de choco. Bon, ceux qui sont camerounais savent ce que signifie le choco. Donc, ils sont en train de donner de l'argent à leurs collègues, conseillers municipaux, je sais pas moi, sénateurs, conseillers régionaux et puis députés des partis d'opposition. Là, on est en train de leur donner de l'argent afin qu'ils ne puissent pas investir les candidatures soit de Maurice Kamto, soit de Cabral Libier. Voilà l'information, le A1 que je vous donne. Voilà le A1. Donc, tous les élus des partis, des 17 partis d'opposition là, ils sont déjà en train de passer à la caisse pour que le moment venu, quand Maurice Kamto va chercher à contacter un leader politique là pour dire oh vraiment le gars va seulement dire que pardon. Il va, et vous allez remarquer que à l'approche de la présidentielle, des élus de ces partis là vont sortir de nulle part comme ça pour dire que oui, tenir des discours genre que ceux qui ont boycotté les élections de 2020 doivent faire ceci, cela. Vous allez voir. Vous allez voir. Donc, en octobre là, 2025, là, il n'y aura aucun miracle. Donc, en octobre 2025, là, il n'y aura aucun miracle. Aucun. Paul Biya ne va pas, un peu comme en 2018, en dehors de Marois, est-ce que Paul Biya a battu campagne? Il n'a pas battu campagne. Ce sont ces lieutenants qui vont le faire à son lieu et place. Et c'est la même chose qui va se passer en octobre 2025. C'est-à-dire que pendant la campagne électorale, là, Paul Biya va ouvrir sa campagne. Je sais pas, il va choisir, je ne sais pas quelle ville il va choisir. Peut-être qu'il va repartir à Marois ou alors à Monatélé, chez les Étones là. Ou alors il ira à Kribi comme en 2011. Peut-être que c'est là-bas. Ou alors, comme certains militants du RDPC dans le Cameroun anglophone là, plus précisément à Boya, ont cotisé de l'argent et lui ont suggéré de lancer sa campagne à Boya. Peut-être que c'est là-bas qu'il ira finalement lancer sa campagne. Donc, après là, ça va se passer comme en 2018. Bis repetita. Ce sont ces petits lieutenants là, les petits labins, les petits courtisans du RDPC là, les vauriens du RDPC là, qui vont battre campagne pour Biya et tout ça là. Ils vont battre campagne. Après là, il y aura élection. Les Camerounais iront aux urnes. Et ça va se passer comme d'habitude. C'est-à-dire qu'après le dépouillement là, il y aura des résultats dans chaque bureau de vote. Et chacun ira attendre 2 semaines. Le temps pour les hommes du régime des Biya de tripatouiller les chiffres et tout. S'il y aura même miracle, hein. S'il y aura même miracle, parce que même quand le régime des Biya est sûr de gagner, ils vont toujours traficoter les chiffres, traficoter les chiffres, traficoter. Donc dans les commissions de recensement des votes là, que ce soit au niveau communal, au niveau départemental et la commission nationale de recensement des votes. Pourtant, la norme internationale en matière d'élection, la norme internationale, voudrait que les résultats soient proclamés bureau de vote par bureau de vote. Et c'est la commission électorale indépendante qui doit le faire. C'est la commission électorale indépendante qui doit le faire. Et c'est au parti d'opposition de revendiquer ça. Plutôt que de dire oui, il faut publier la liste électorale nationale selon l'article 80 du code électoral. Oui, vraiment, pourquoi l'ONU a signé les conventions avec les ElecCam sans intégrer? Ça, c'est quoi? C'est quoi? Vraiment, est-ce que c'est ça le plus important à revendiquer? Au lieu de revendiquer les vrais, au lieu de revendiquer l'abrogation de la loi qui modifie et complète, la loi du 13 avril 2010, qui modifie et complète la loi portant création d'élections Cameroun de 2006 là. Et c'est parce que c'est cette loi-là qui permet à Tanganji, le ministre de l'administration territoriale, d'être le juge du processus électoral. C'est cette loi-là, la loi du 13 avril 2010, qui fait des responsables des élections Cameroun les obligés du ministre de l'administration territoriale. Au lieu de revendiquer l'abrogation de cette loi, au lieu de revendiquer l'indépendance véritable des élections Cameroun, au lieu de revendiquer le fait que les élections Cameroun doivent proclamer
les tendances du vote, donc les résultats provisoires des élections, avant qu'ils ne soient consolidés par la Cour constitutionnelle. Vous êtes là, oui, machin, oh, l'ONU a fait ceci, machin, ceci, cela, oh, il faut publier la liste électorale nationale. C'est-à-dire, on bassine les oreilles des Camerounais avec ça, des semaines, des mois durant. Et c'est ça qui parfois ça me hait, vraiment. C'est ça qui me décourage. Et c'est ça qui m'amène à ne pas prendre certains militants de l'opposition au Cameroun là au sérieux. Il y a un problème crucial qui est là. Vous ne revenez dire oui, j'ai lu quelque part sur les réseaux sociaux, je ne sais pas où c'était quand là, toujours les mêmes partisans de Kamto. Oui, ceux qui disent là qu'on ne renverse pas une dictature par les urnes. Voilà Yaya Jammeh en Gambie qui a été renversé par les urnes, non. Yaya Jammeh là, qui a proclamé son concurrent Adama Barrow vainqueur, c'était la commission électorale de Gambie. Est-ce que Élections Cameroun a ce droit-là? Non. Élections Cameroun n'a pas le droit de proclamer les résultats provisoires du vote. Et c'est ce que vous, les militants de l'opposition au Cameroun, là, vous devez revendiquer. Ça vaut pour Maurice Kamto, comme ça vaut pour Cabral Libi, Joshua Oshi, et les gens, Michel Minche et tout, vous tous là. Vous devez revendiquer ça. Ceux qui se proclament, c'est du groupe de Douala, les Anissé et Kane, les Sambakala. Voilà les vraies revendications. Plutôt que de griffonner des communiqués à gauche et à droite, oui, tel est allé au meeting de Paris, donc il est exclu du groupe. Après, tel autre dit que non, je me désolidarise de ce que l'autre a fait, à savoir exclure l'autre du groupe. Tout ce cinéma-là, ça sert à quoi? Ça sert à quoi le cinéma que les opposants camerounais servent au peuple camerounais là depuis? Ça sert à quoi? Ça sert au lieu de formuler les vrais revendications, au lieu de mettre la pression sur le régime des Biya. Engager même si possible un lobbying au niveau international pour que... Et j'aimerais attirer l'attention des Camerounais qui nous regardent. Est-ce que vous avez vu? Parce que généralement, quand un régime est aux abois, un régime politique, dans un pays africain, quand un régime est aux abois, vous voyez la communauté internationale qui formule des revendications. Par exemple, l'Union européenne sort un communiqué pour dire que oui, vraiment, nous revendiquons des élections libres, justes et transparentes. C'est vrai qu'ils l'ont fait récemment, je crois. J'ai appris, je ne sais pas, parce que j'ai suivi ça dans un média au Cameroun, je ne sais pas si c'était Canal 2 ou Equinox. J'ai appris que le chef de la délégation de l'Union européenne avait exigé des élections libres et transparentes au Cameroun, mais sauf qu'il n'a pas été précis sur la forme que doit épouser cette liberté et cette transparence-là. Il n'a pas été précis. Or, quand un régime est acculé, ses partenaires internationaux formulent des revendications et sont le plus précis possible. Nous voulons ceci, nous voulons... Et ceci se passe quand les opposants à l'intérieur, la classe politique, notamment de l'opposition, a déjà effectué un travail en amont. Alors la communauté internationale prend le relais. C'est vrai que le MRC de Maurice Kamto fait déjà un effort, mais ne touche pas les points essentiels. Le MRC fait déjà un effort, à savoir revendiquer des élections libres et transparentes au Cameroun, mais sauf que ce parti-là ne touche pas les points essentiels pour que cette élection soit véritablement libre et transparente avec des résultats acceptés de tous. C'est ça le problème. Donc, avec tout ça, comment l'opposition pourra battre le RDPC en octobre prochain? Comment ça va se passer? Comment ça sera possible? Ça ne peut pas être possible. Ça ne peut pas être possible. Donc Paul Biya va gagner ces élections-là, le RDPC, avec son RDPC, il va gagner ça, malgré son âge avancé. Maintenant, le plus dur, ce sera après. Bon, maintenant, le plus dur, ce sera après. C'est-à-dire que dès l'entame du prochain mandat de Paul Biya, c'est là où la situation risque de se dégrader au Cameroun. C'est-à-dire que je suis en train d'entrevoir une instabilité politique qui ne dit pas son nom. Une instabilité politique qui ne dit pas son nom. Tout récemment, je vous ai dit ici, là. Je vous ai dit ici. Qu'en ce moment où je vous parle, les unités d'élite
au palais présidentiel de Toudi, à savoir le BI et puis la garde présidentielle, se regardent en chien de faïence. Parce que le clan Nanga, quand vous entendez parler du clan Nanga, là, donc le clan de Chantal Biya et puis de Ngongo Ferdinand, ils ont infiltré pratiquement tout le système. Et le système de sécurité, les renseignements, ils sont partout. Ils sont partout. Chaque fois que Paul Biya veut même faire un remaniement là, dès que les indices de Chantal Biya sont seulement au courant, il remonte l'information et puis allez. Chantal Biya fouasse, il t'a dit qu'elle arrache les documents et fouasse les jette à la poubelle. C'est ce qui se passe en ce moment au palais. Parce qu'en ce moment, on parle d'un côté du clan des Nanga et de l'autre du clan des Boulous. Or, le clan des Boulous est complètement fragilisé. Complètement. Qui est capable, en dehors du commandant de la garde présidentielle, la Boko Abondo, qui, ça je peux vous le dire, le commandant Boko Abondo jouit d'une confiance, jouit de la confiance, d'une confiance sans faille du président de la République, du président Biya. Bon, je ne sais pas quelle est la situation avec le contre-amiral Fouda après ce qui s'est passé avec Mbapoula et tout. Bon, est-ce qu'il a été finalement largué par le président Biya? Bon, on ne sait pas. Donc, le commandant Boko Abondo, le commandant de la garde présidentielle, jouit d'une confiance à nul autre pareil du président de la République. Donc, c'est sur lui que le président est en train de compter là. Pour continuer, parce que selon ce que j'ai appris comme information, Biya, c'est-à-dire que Biya et son entourage, dans le cercle des ressortissants du Dja et Lobola, ils sont en train de se sentir agacés. Et en dehors de Boko Abondo, il n'y a plus personne d'autre là parmi les élites du sud là qui peuvent faire front face au Nanga. Il n'y a personne, Mvondo Ayolo. Lui, son problème, c'est les femmes. Il peut faire quoi? Il y a Mvondo Ayolo et puis Jacques Famendongo. C'est des poids mouches, ils ne peuvent rien. Ils ne peuvent rien. Les Jacques Famendongo même, c'est un double... Il joue au double jeu. Depuis que Mbongo, Edgar Alain Mbongo a été arrêté là, par ce clan, parce que c'est le clan des Nanga qui a jeté Edgar Alain Mbongo en prison. Et quand Edgar Alain Mbongo a été jeté en prison, alors le clan des Nanga, piloté par Chantal Biya et puis Ferdinand Ngongo, pouvait donc dérouler aisément et sereinement son plan de conquête du pouvoir. Ah oui. Bon, maintenant, ce qui va se passer, si les Camerounais, parce que moi, je vous ai toujours dit, si vous les Camerounais, là, si vous ne descendez pas dans la rue pour chasser ces gens-là, je me réjouis de ce que de plus en plus, les Camerounais, certains Camerounais, commencent à prendre conscience de ce que si les Camerounais ne se révoltent pas, il y aura coup d'État au Cameroun. Je suis en train d'envisager un coup d'État au Cameroun. Si les Camerounais ne se révoltent pas, il y aura putsch au Cameroun. Un peu comme ce qui s'est passé à côté là, chez Oligui. Ça sera la même chose. Ce sera la même chose. Mais maintenant, l'équation à 1000 inconnus est celle de savoir qui va me faire le coup d'État là. Quel est le corps? Parce que généralement, dans certains pays en Afrique, où il y a eu des coups d'État, ce sont les unités d'élite qui ont mené le coup d'État. Au Cameroun, c'est la garde présidentielle, c'est le BI, ce sont les forces spéciales. Qui de ces trois corps-là va faire le coup d'État? Je vous ai dit ici la dernière fois que si c'est la garde présidentielle qui fait le coup d'État, les Birois ne vont pas accepter. Si c'est le BI qui fait le coup d'État, les gars de la garde présidentielle ne vont pas accepter. Par conséquent, il y aura affrontement. Un peu comme au Soudan. Un peu comme au Soudan. En ce moment où l'armée, c'est-à-dire que l'armée régulière affronte une unité d'élite appelée les forces de soutien rapide, qui a pour ancêtre les milices Janjaweed qui avaient été créées par Omar el-Béchir en 2013, quand il était encore au pouvoir. Et les Janjaweed sont impliqués dans des crimes de guerre, crimes contre l'humanité, notamment au niveau du Darfour. Donc après avoir utilisé ces milices-là pour massacrer des populations au Darfour, Omar el-Béchir a transformé cette milice en force spéciale.
Bon, parce que, juste pour protéger son pouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'il a transformé ça en force de soutien rapide. Malheureusement, la population l'a renversé en 2019 et les forces de soutien rapide n'ont rien pu faire pour Omar El-Béchir. Voilà. Donc voilà pourquoi je ne cesse de dire aux Camerounais que l'heure est venue pour vous de songer à se débarrasser de ce régime à travers un soulèvement populaire. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Parce que s'il n'y a pas de soulèvement populaire, là, il y aura coup d'État. Il y aura coup d'État au Cameroun. Il risque d'avoir coup d'État. Bon, maintenant, qui va mener le coup d'État là? On ne sait, pour le moment, on ne le sait pas. Parce que même au niveau du palais présidentiel, là, la sécurité du palais, là, c'est la confusion totale. C'est la confusion totale. Là. C'est la confusion totale. Bon, mesdames et messieurs, c'est ce sur quoi j'ai bien voulu m'entretenir avec vous. Merci d'avoir suivi cet entretien. Merci d'avoir suivi cette capsule. Que ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et par la suite sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines éditions de la chronique de MBT. Alors, merci d'avoir suivi et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Allez, portez-vous bien. Au revoir.